50 ans après la guerre des 6 jours, Maghreb Orient Express réunit donc l'un des meilleurs spécialistes du Proche-Orient et un grand cinéaste palestinien. Alain Grèche, à l'occasion, vous publiez un livre qui s'appelle Un chant d'amour, un récit graphique, on peut dire une bande dessinée, Israël-Palestine, une histoire française. Pourquoi avoir choisi de parler du conflit israélo-palestinien, on a envie de dire en bleu, blanc, rouge au fond? Parce qu'on a voulu toucher un public différent, un public jeune notamment, et parce que l'image permet des choses que ne permet pas forcément le texte. Et je suis d'ailleurs assez content par les réactions que j'ai autour de moi, de gens qui connaissent le sujet et qui ont l'impression d'avoir appris quelque chose en lisant la bande dessinée. Alors que souvent, pour une certaine génération, la bande dessinée, c'est un peu léger, quoi. Ouais. Et c'est vrai que des fois, montrer des images, comme cette image de la une de François du 5 juin 67, et au matin de la guerre, au moment où Israël déclenche la guerre, et qui titre « Les Égyptiens attaquent Israël », ça en dit plus que beaucoup de discours sur l'état des médias à l'époque et sur, le caractère pro-israélien à l'époque de l'ensemble des médias français. Alors vous citez cet exemple parce qu'au fond, ce conflit israélo-palestinien, il a toujours divisé les médias français, les intellectuels français, mais aussi les artistes français. Prenons par exemple les intellectuels. Il y a cet échange dessin à l'appui de Jean-Paul Sartre, le grand écrivain, et de Maxime Rodinson, dans un café à Saint-Germain-des-Prés, au cœur de Paris. Racontez-nous. Oui, en juin 67, Jean-Paul Sartre, qui revient d'une visite en Israël et en Égypte, où il a rencontré Nasser, a décidé de faire un numéro des Temps modernes, qui est sa revue, qui à l'époque a une énorme diffusion parmi les intellectuels, sur le conflit israélo-arabe. À l'époque, la Palestine n'occupe pas la place qu'elle occupe aujourd'hui. Et donc, il va diviser son journal en deux, une partie consacrée aux Arabes, une partie consacrée aux Israéliens. Et il y a un texte qui est en dehors de cette division, qui est celui de Maxime Rodinson, qui est un intellectuel orientaliste, parfaitement arabisant, juif d'origine, et qui fait un texte qui, à l'époque, a énormément d'écho, parce que personne ne voit le problème à travers cet angle. Il s'appelle « Israël fait colonial », et où Rodinson explique comment le mouvement sioniste s'est inscrit totalement dans ce qui, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, était considéré comme normal, c'est-à-dire le mouvement colonial. Et donc, Rodinson justifie son texte face à Sartre. Et c'est très intéressant, parce que Sartre, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la guerre d'Algérie, qui s'est engagé dans les luttes anticoloniales, etc., et qui éprouve une difficulté à s'engager sur ce conflit israélo. Il lui dit d'ailleurs, est-ce que tu ne vas pas un peu fort? Voilà, il dit, est-ce que tu ne vas pas un peu fort? Et le texte de Sartre, c'est de dire, oui, nos amis arabes nous disent qu'ils ne sont pas antisémites, et je veux bien les croire, mais on ne peut s'empêcher pour nous, Français, de considérer que les Israéliens sont aussi des Juifs. Et cette dimension est très importante. Il y a deux éléments dans la mobilisation en faveur d'Israël en 1967. Un, on est 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le génocide des Juifs pèse sur la conscience et c'est normal. Et puis il y a un autre aspect qui est l'aspect anti-arabe, c'est-à-dire il y a un délire, je dis, de racisme anti-arabe par une partie de la presse. C'est la revanche de la guerre d'Algérie. Donc c'est ces deux éléments qui expliquent, si vous voulez, cette mobilisation, notamment des médias. Les médias sont particulièrement actif, disons. Mais 67 marque aussi l'entrée du conflit israélo-palestinien sur la scène politique française et ne va pas le quitter dans les 50 prochaines années, disons. Alors, autre exemple, pas que les médias, pas que les intellectuels, il y a aussi les artistes qui sont divisés. Et certains de nos téléspectatrices et de nos téléspectateurs ne le savent pas forcément, mais Serge Gainsbourg, l'un des plus grands chanteurs francophones de l'histoire, on peut le dire, a chanté une chanson à la gloire d'Israël. Ça s'appelle « Le sable et le soldat ». On écoute un extrait. La chanson est d'ailleurs sortie seulement en 2002. À l'époque, elle n'est jamais sortie. Alain Grèche va nous dire pourquoi. On écoute. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Voilà, là on est à la fin des années 60, 67. Racontez-nous l'histoire de ce tube, on peut dire, avorté ou pas, puisqu'on avorté, parce qu'en fait, c'est l'ambassade d'Israël qui demande à Serge Gainsbourg de faire une chanson
en défense d'Israël. Il accepte de la faire. Ouais. Et la chanson part en Israël le jour du déclenchement du conflit. Donc elle ne va jamais être jouée. Mais ce qui est intéressant, c'est que Gainsbourg est quelqu'un d'absolument apolitique, qui ne s'intéresse pas à la politique. Mais il y a ce sentiment d'une partie de la population française, du parti des Juifs français, en faveur d'Israël. Il y a une vraie émotion, et je dirais la mobilisation, de Gainsbourg est le reflet de cette mobilisation d'une partie des intellectuels et de la population française. Une planche, c'est celle de François Hollande, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui trinque avec Benyamin Netanyahou. Il est question du général de Gaulle dans votre récit graphique. Quelle est aujourd'hui la position française avec François Hollande et l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir par rapport à celle qui a été celle du général de Gaulle ? Ce qu'on montre dans la bande dessinée, et même moi je l'ai redécouvert avec étonnement, c'est quand même le courage de la position du général de Gaulle en 1967. Parce qu'il la prend contre l'ensemble des forces politiques, à l'exception du Parti communiste, y compris contre une grande partie des gaullistes, contre l'opinion publique et contre les médias. Il va dénoncer, non pas Israël, de Gaulle est un admirateur du sionisme, est un admirateur d'Israël, mais il va dénoncer le pays qui a tiré le premier. Et il va en même temps, malgré le fait qu'il est à contre-courant, ouvrir une politique qui va durer pratiquement jusqu'à Mitterrand et qui va être la politique de la France, qui va faire entendre une voix différente de la France. Pas hostile à Israël, mais une voix que la France est la première puissance européenne à avoir dit l'autodétermination des Palestiniens, à avoir dit il faut négocier avec l'OLP. À l'époque, Israël et les États-Unis disaient non. Donc, cette période, aujourd'hui, elle est finie, malheureusement, et on a assisté depuis 10 ans, pas seulement avec François Hollande, mais aussi avec Nicolas Sarkozy, à ce que j'appelle un tournant silencieux. C'est-à-dire quoi, un tournant silencieux ? C'est-à-dire, à la fois, on dit, la France est pour un État palestinien à côté de l'État d'Israël, et nous condamnons la colonisation, mais concrètement, on ne fait pas entendre notre voix, on ne prend aucune mesure pour imposer cette solution, et on a développé les relations bilatérales avec Israël comme si la Palestine n'existait pas. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui fait une différence. Et je rejoins ce que dit Bakri, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire on présente le conflit comme un conflit entre deux peuples qui se disputent une terre, voilà. Mais personne ne dit comme principe, pas parce que les Palestiniens, c'est pas que les Palestiniens soient plus gentils ou mieux que les Israéliens, c'est qu'ils ne sont pas dans la même situation. Il y en a un qui est un occupant et un autre qui est un occupé. Et ça, malheureusement, les politiques refusent de le voir, et souvent les médias aussi refusent de le voir.